Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là, aussi nombreux ce soir, pour cette désormais traditionnelle conférence de rentrée du maire, de M. Gilles Poux. Je voulais d'abord remercier les jeunes du pôle image, du service jeunesse, qui vont être à la technique pour nous accompagner pendant cette heure et demie de conférence-débat. Je voulais aussi saluer la présence de Marie-Georges Buffet, députée de notre circonscription. Excuser l'absence de Stéphane Troussel, qui est président du conseil départemental, qui n'a pas pu être là ce soir. Et saluer aussi la présence de Muguette Jacquin, député honoraire et chevalier de la Légion d'honneur. Merci à vous tous aussi d'être là. Merci. Cette conférence sera donc diffusée en direct sur le grand écran, dehors sur la terrasse, qui a des chaises qui peuvent vous accueillir. Donc vous n'êtes pas tenu de rester debout s'il n'y a pas de chaises accessibles à l'intérieur. Et elle sera aussi diffusée en direct sur Facebook, donc le Facebook Live, parce qu'à la Courneuve, on suit l'actualité, et on est à la page. Et sur le Facebook donc, de la ville et du maire. On va commencer cette conférence. Monsieur le maire va s'exprimer pendant à peu près une petite heure, et les 30 dernières minutes seront consacrées aux questions de la salle. On va parler bilan de l'été, on va parler rentrée, éducation, un sujet particulièrement important pour la ville, les grands projets d'aménagement, avec beaucoup d'actualités cette année, et puis on fera un crochet sur l'actualité nationale, un bilan de la présidence, et un petit appel sur l'actualité internationale. Voilà. Bonsoir, Monsieur Poux. Monsieur le maire. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. On va donc démarrer par un petit bilan de ce qui s'est passé cet été à la Courneuve. Je pense que l'été a été chaud, qu'il y a beaucoup de monde ont été à la Courneuve-Plage et que ça a beaucoup d'entrées cette année. Comment ça s'est passé l'été de votre point de vue ? Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle conférence de rentrée. J'ai l'occasion de faire un petit peu le point, précisément après l'été, et puis pour regarder un petit peu comment, ensemble avec les principaux acteurs de la ville, le mouvement associatif, j'en vois beaucoup ici, on va essayer de travailler le plus possible ensemble, parce qu'il y en a besoin. On a eu un été particulièrement chaud, et la Courneuve-Plage a pris, je serais tenté de dire, tout son sens. On a battu tous les records, on est à plus de 92 000 entrées, c'est-à-dire 50% de plus que les records précédents. C'est dû bien évidemment en partie au temps, il a fait beau tout le temps, donc bien évidemment ça n'a pris que plus de sens avec les deux bassins, les différentes activités, y compris les cinémas en plein air le soir. On a accompagné aussi la victoire de l'équipe de France au championnat du monde, puisque on a retransmis les matchs aussi sur ce terrain-là. Et puis c'est un moment toujours particulièrement agréable, parce que aussi il y a fort engagement des personnels, y compris des vacataires qu'on recrute pour l'occasion. C'est plus de 60 salariés au total qui accueillent, accompagnent les familles, les jeunes, les enfants pendant tout ce mois sur cet espace-là, et qui permet que les choses se passent particulièrement bien. Et donc bien évidemment, comme tout se passe particulièrement bien, ça attire de plus en plus de monde. On est en train de réfléchir pour que l'année prochaine on puisse élargir un petit peu derrière sur des terrains qui sont de notre propriété, qui jouxtent les terrains, les jardins familiaux, pour donner un tout petit peu plus de respiration, parce qu'on commence à 5, 6, 7 000 entrées par jour, on commençait à être un petit peu à l'étroit, mais ça veut dire que ça répond à un vrai besoin. Mais avec ça, on a aussi accueilli dans les structures enfance, jeunesse,
au quotidien avec les centres de loisirs, les enfants et les adolescents de la ville. On a organisé également plein de sorties avec des séjours vacances. Il y a une douzaine de séjours vacances qui a été initié par le service jeunesse, une dizaine de séjours vacances organisés avec le service enfance qui ont permis à des centaines d'enfants de pouvoir découvrir d'autres horizons. Mais on n'a pas oublié non plus les familles. Il y a eu une sortie famille qu'on fait, une sortie en vacances famille qu'on organise avec le Secours populaire à Davignac, et puis aussi avec les aînés qui sont partis dans un premier séjour et qui vont partir dans un deuxième séjour la semaine prochaine dans les Vosges, avec cette volonté, voilà, d'essayer de permettre au plus possible à la population de notre ville de partager cette capacité de profiter de ce temps de vacances, et dont on sait que malheureusement, souvent, les moyens financiers dont on dispose peuvent être un handicap, et c'est pour ça qu'il y a un fort engagement de la ville, du service public et des personnels communaux que je tiens à remercier pour leur engagement pendant tout l'été, pour faire en sorte que ça soit un moment le plus partagé possible, parce que je crois que tout le monde en a besoin, et donc c'est tout cela qu'on a essayé de réaliser, et je crois qu'on peut dire que les choses se sont bien passées. D'accord. Et la canicule, c'est aussi une période assez difficile pour les personnes fragiles. Je crois que vous aviez mis en place un plan canicule, des téléphones, etc. Tout à fait, oui, parce que la canicule qui était quand même particulièrement forte. Bien évidemment, on sait que les personnes les plus fragiles et les aînés qui sont parfois dans des situations de solitude, donc on a un registre qu'on travaille avec Danielle Delangue qui est adjointe aux questions de solidarité et notamment en direction pour la politique avec nos aînés. On a un registre de plus de 3000 aînés qui sont recensés, et parmi lesquels 250 qu'on a quasiment appelés tous les jours, voire visités pendant cette période particulièrement difficile, parce qu'on savait que c'était les personnes potentiellement les plus fragiles, et que donc bien évidemment ils avaient besoin de ces actes de soutien, de solidarité, d'attention, pour faire en sorte de traverser ce qui pouvait peut-être être une épreuve, parce que on n'a pas chez soi forcément toujours les capacités de rafraîchissement nécessaires. Voilà. Donc on a essayé de penser effectivement à tout le monde dans ce moment-là. Il y a eu un incident aussi, un incident regrettable cet été avec une médiathèque qui est Oui. utilisée. Vous vouliez en dire peut-être quelques mots, parce que vous allez faire perdurer l'offre médiathèque le temps de... Oui, tout à fait. On a eu... moi, ce qui me rend d'autant plus en colère, c'est que tout cet été, les choses se sont globalement plutôt bien passées, y compris tout le travail de prévention qu'on a fait sur des actes d'incivilité, les motos, les pétards, tout ça, on a réussi, les bouches d'incendie qui s'ouvraient de façon très intempestive, tout ça, on a réussi à apaiser singulièrement la situation, de façon à ce qu'on puisse passer... Voilà, un été à peu près convenable, y compris quand on reste dans son quartier. Et il a fallu qu'il y ait 2-3 individus sans scrupules qui, avant l'été, à la fin du mois de juin, jettent une voiture bélier pour aller brûler des livres, quoi. C'est y compris en termes de réflexion, c'est absolument terrible, d'autant que très certainement ce sont des personnes qui habitent dans le secteur-là, et c'est leurs frères, leurs parents qui vont dans ce même équipement et qui vont être handicapés, même si, bien évidemment, on a décidé de ne pas baisser les bras et de tout de suite pris des mesures avec le bibliobus que Pleine Commune met à notre disposition pour faire en sorte de maintenir une offre de prêt de livres pendant cette période des vacances. Et dès la rentrée, on va mettre en place dans le centre culturel des permanences pour faire en sorte que cet accès à la culture, qui est parfois si difficile et sur lequel on se bat avec détermination, ne soit pas handicapé par, je dirais, le comportement imbécile et haineux et dramatique de un ou deux individus qui ne représentent absolument pas, je dirais, l'image de cette ville, quoi. Donc, la rentrée a eu lieu hier. Puisque vous parliez de culture et d'accès à la culture, on va parler d'éducation.
et d'école. La rentrée, c'est souvent un moment d'angoisse, notamment pour les parents et les enfants et les professeurs. Va-t-il y avoir assez de professeurs devant les élèves? Est-ce que tout s'est bien passé à la Courneuve en cette année de dédoublement, certes du CP l'année dernière, mais cette année aussi du CE1? Est-ce qu'il y a eu assez de professeurs et est-ce que tout s'est bien passé ici? Oui, effectivement, c'était hier. C'est une grosse usine à la Courneuve, la rentrée des classes. C'est 5700 enfants qui sont accueillis en maternelle et en élémentaire. 5700 enfants, 200 de plus qu'année dernière, c'est-à-dire qu'on est dans une ville jeune. Et donc, les jeunes font normalement, voilà, ce sont des jeunes familles, et donc ils font des enfants. Et donc, on est dans cette forte dynamique. Et donc, bien évidemment, c'est de gros enjeux. C'est 280 classes pour accueillir tous ces enfants qui doivent être ouverts, qui doivent fonctionner. Et avec Muriel Tendron, qui est adjointe à l'éducation, on a fait le tour hier de l'ensemble des écoles. Et on peut dire que globalement, voilà, les choses sont bien passées. On a rencontré toutes les directions qui étaient satisfaites. Ils avaient chacune et chacun les enseignants qui étaient nommés, qui étaient en poste, on n'avait pas d'absence, donc on a eu une rentrée qui s'est faite de façon tout à fait correcte sur la ville. Nous avons pris, de nombreuses mesures. Juste pour que vous ayez une idée, c'est globalement 500 000 € d'investissement de travaux dans les écoles, pour, je dirais, refaire des peintures, réaménager un espace que nous avons réalisé cet été. C'est 500 000 € pour permettre à 3 écoles de passer au numérique avec les tableaux interactifs, avec les ordinateurs dans chaque classe. Et donc un vrai effort pour que les enfants de notre ville, d'un point de vue matériel, puissent avoir les meilleures conditions possibles d'accueil dans leur cursus scolaire. D'ailleurs, petite anecdote, parce qu'on n'avait pas prévu de le rencontrer, nous avons une nouvelle inspectrice de circonscription de l'académie qui faisait le tour de l'école et qui découvrait la ville de la Courneuve, puisqu'elle n'y avait jamais enseigné et elle n'était pas, je dirais, de là. Elle était inspectrice sur Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, et on l'a rencontrée à milieu de matinée, et la première chose qu'elle nous a dit, écoutez, monsieur le maire, moi je vous rapporte ces propos, ça n'engage qu'elle, mais je les partage. Grosso modo, j'ai été particulièrement impressionné par la qualité des locaux que vous mettez à disposition des équipes enseignantes. Et c'est vrai que nous faisons de gros efforts. Pratiquement toutes les écoles ont été réhabilitées, voire restructurées. La dernière, c'était Jules Valère Robespierre qu'on avait livré l'année dernière. Cette année, on livre un nouveau groupe scolaire avec un niveau d'investissement de 15 millions, un groupe scolaire particulièrement qualitatif. Bon, il y a quelques travaux de finition, mais y compris en associant à ce groupe scolaire un gymnase de façon à permettre aux enfants de pouvoir avoir un gymnase dans le groupe scolaire, gymnase qui sera ouvert bien sûr en dehors des heures scolaires à la population du quartier. Donc voilà, de vrais engagements qui sont un petit peu la marque de fabrique de cette ville depuis très longtemps, mais qu'on continue à porter. Juste pour que vous ayez une ordre d'idée, dans le budget de fonctionnement, 47% du budget de fonctionnement, c'est l'enfance et la jeunesse et l'éducation. Donc ça veut dire que c'est vraiment une vraie priorité, parce qu'on pense que tout simplement, les enfants, ils ont besoin de pouvoir disposer du meilleur accompagnement possible, y compris parce que parfois, on le sait malheureusement, ils sont confrontés aussi aux difficultés économiques et sociales que connaissent leurs familles. Et donc, les politiques publiques et les services publics doivent être un vecteur d'égalité. Et c'est ce qu'on essaye de porter avec détermination, résolution chaque année à travers les engagements que nous développons. Y compris, on va avoir, pour la petite histoire, 2 collèges qui vont être construits, et le conseil départemental a décidé de nous accompagner par rapport aux demandes que nous faisions. Jean Villard, dont la reconstruction va commencer en début 2019, et un 4e collège expérimental sur les 4 routes
qui va élargir les capacités d'accueil à la Courneuve, et en même temps un collège expérimental autour des questions de la culture, donc quelque chose qui va être encore plus qualitatif, puisque c'est un collège qui sera taré à 400-450 élèves maximum, et personnellement je trouve que dans les villes comme les nôtres, ça devrait être la règle, même si ça nécessite bien évidemment énormément de moyens pour que les collectivités puissent porter de telles politiques, et de ce point de vue-là, le conseil départemental a joué le jeu, et moi j'en suis très heureux pour les Courneuviennes et les Courneuviens qui vont d'ici 2 ans pouvoir rentrer dans ce nouveau collège, quoi. Vous parliez d'égalité d'accès pour les enfants, notamment les enfants de la Courneuve. Donc, il y a dans ce projet de la nouvelle école, l'école Rosenberg, tout un volet numérique que vous voulez aussi beaucoup développer sur les restes, toutes les écoles du territoire. Il y a aussi un volet culturel très important, car depuis l'année dernière, vous avez mis en place les parcours d'éducation artistique et culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi c'est assez inédit finalement, et pourquoi vous avez mis en place ce projet, qu'est-ce que vous cherchez à promouvoir dans cette dynamique? Nous avions, je dirais, précédemment, quand il y avait eu la mise en place des nappes, on avait travaillé sur le temps scolaire à avoir une offre complémentaire qu'on avait souhaité de qualité sur les questions de sport, sur les questions de culture, sur les questions de citoyenneté. Les nappes étant terminées, c'est parfois d'ailleurs une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les collectivités, c'est-à-dire qu'en fonction des politiques nationales, du jour au lendemain, ça nécessite des changements relativement importants, ce qui n'est pas toujours simple, y compris quand... Aujourd'hui, moi, je discute avec le DAZEN sur le dédoublement, je ne suis pas revenu tout à l'heure, mais le dédoublement des CP, des CE1. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, et parce que ça, permet aux enseignants d'être dans une situation de proximité plus grande, avec 12, 13, 14 enfants en phase 2. Sauf que, bien évidemment, des classes où il y avait 30 enfants possibles, en gros, il faudrait qu'on dédouble physiquement ces classes pour ne pas perdre non plus trop de place et pouvoir accepter les montées en effectifs auxquelles je faisais allusion au début. Et quand je pose la question au DAZEN, je dis moi j'aimerais m'engager là-dedans parce que pour l'instant nous on a réussi à dédoubler physiquement parce que on a des groupes scolaires qui ont encore quelques souplesses, mais ça ne va pas durer. Et donc, moi, je souhaitais qu'on puisse dédoubler. Et donc, je lui dis, mais moi, si je dédouble, ça va être des frais beaucoup plus importants. Donc, moi, je veux avoir des garanties sur la continuité des politiques nationales. Et donc, le directeur de l'académie me dit, ah ben ça, moi, je peux m'engager pour 1 an, 2 ans, mais pas plus. Oui, mais sauf que quand on fait des travaux structurels dans un groupe scolaire, c'est pas pour 1 an, 2 ans, c'est pour 10, 15 ans, parce que sinon, ça n'a absolument pas de sens. Donc, c'est une des difficultés auxquelles on se heurte. Et donc, pour revenir aux ateliers éducatifs culturels, des parcours d'éducation culturelle et artistique, je dirais, on a réfléchi pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aujourd'hui qui puisse faire sens. Et on pense que, je dirais, l'accès à la culture est un élément déterminant pour permettre aux enfants dès le plus jeune âge de s'ouvrir au monde, d'éveiller sa curiosité, de lui donner des chances de pouvoir grandir en citoyen instruit. Pas seulement, bien sûr, des maths, du lire et écrire et compter, qui sont bien évidemment nécessaires, mais pouvoir ouvrir son champ d'investigation, d'autant que cet accès à la culture, il n'est pas forcément toujours spontané. Tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'amener son fils au théâtre, ou sa petite fille au musée. Et donc, on a pensé que c'était un objectif qu'on devait avoir central d'accompagnement de l'école. Et donc, on a décidé de construire ces parcours autour de 3 piliers, voir, donc découvrir des choses nouvelles, essayer de pratiquer
d'avoir des pratiques culturelles, de création, de dessin, d'art plastique, etc. Et puis comprendre, interpréter aussi qu'est-ce que tout cela veut dire. Et donc autour de ces 3 piliers, on a construit des parcours qu'on a initiés l'année dernière. On en a initié pour 100 classes l'année dernière. Cette année, à cette rentrée, on passe à 140 classes qui vont avoir, un projet culturel avec des intervenants professionnels qu'on met bien évidemment en partenariat avec l'éducation nationale, à côté avec l'enseignant, pour accompagner tout au long de l'année un projet culturel et voire scientifique. Et les retours que nous avons eus l'année dernière étaient absolument formidable, où les enseignants, excusez-moi s'il y a des enseignants dans la salle, ils sont toujours un petit peu attentifs à quel est le bouton de guette qui ne va pas bien. Et là, c'était l'unanimité. Toutes les équipes éducatives ont salué l'initiative, ont adhéré, ont redemandé. Et donc cette année, on passe à 140. Et l'idée, c'est que dans les 2 ans qui viennent, on passe aux 280 classes, un projet par classe chaque année. Et la ministre de la Culture, que malheureusement j'ai rencontrée dans les conditions auxquelles on a été confrontés, on lui a expliqué notre dynamique et elle a décidé de faire que La Courneuve ferait partie des 5 villes nationalement qui seraient suivies dans cet accompagnement dans les parcours artistiques et culturels. Et donc, ça prouve la qualité du travail qui a été engagé de ce point de vue-là. Et moi, je voulais remercier, bien évidemment, Soumia Brouat, que j'ai vu tout à l'heure, qui est adjointe au développement des pratiques culturelles, et le service culture qui a porté ça en lien avec le service éducation, parce que voilà, c'est quelque chose d'excessivement qualitatif et qui remplit d'aisance les enseignants et surtout les enfants qui sont en lien avec l'ensemble de ces pratiques. Bah, la rentrée s'est bien passée, vous avez des super écoles, vous avez des parcours culturels particulièrement qualitatifs, tout a l'air d'aller pour le mieux à La Courneuve. Est-ce que tout est vraiment aussi bien que ce que vous voulez nous dire? Disons que globalement, cette rentrée, moi je le dis, parce que bon, ça n'a pas toujours été le cas, on a été dans des rentrées beaucoup plus dures avec des classes qui manquaient, etc. Là, globalement, on est à peu près correct. On a quand même un vrai problème, et moi j'ai rencontré le Dazen, le directeur d'académie, le 22-23 juillet, pour lui poser la question, c'est les réseaux d'aide. On a des réseaux d'aide qui sont aujourd'hui complètement abscons. Ils n'ont plus de moyens. On a rencontré avec Muriel hier, quand on a fait le tour d'école, ce qu'on appelle un maître E, c'est-à-dire un maître qui est là dans un réseau d'aide qui est détaché des enseignants et qui vient à côté pour accompagner, notamment sur les apprentissages. Cette personne tout à fait charmante et tout à fait qualifiée, elle a, pour elle toute seule, 7 écoles à s'occuper. C'est pas 7 classes, 7 écoles. C'est-à-dire Louise Michel, Jules Vallès, Robespierre, maternelle et élémentaire, Rosenberg, maternelle et élémentaire. Donc, vous voyez la situation dans laquelle elle est. Je dirais, elle va être obligée de faire un tri excessif et de dire, ben voilà, moi je vais m'occuper peut-être des CP, des CE1, point barre. Et tous les autres, ils feront comme ils pourront. Or, on sait très bien que ce soit les maîtres E, les maîtres G, les psychologues scolaires, qui sont normalement les équipes constituantes de ces réseaux d'aide, sont déterminants, parce qu'un enfant, dès qu'il est détecté, si on apporte une réponse qualifiée, souvent, dans les 2-3 mois qui suivent, il y a un raccrochage il peut dépasser ces difficultés et reprendre le cours normal. À l'inverse,
Si, je dirais, il n'y a pas ce travail-là, mais les difficultés s'enquistent et petit à petit, ça finit par un véritable décrochage structurel et qui hypothèque grandement l'avenir scolaire de l'enfant. Donc, ce sont des questions particulièrement importantes et je crois qu'il faudra qu'on soit excessivement vigilants ensemble pour continuer à revendiquer les moyens qu'il faut. Et c'est la même chose sur la médecine scolaire. Décidément, hier, on a rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré la médecin scolaire de notre secteur, encore que nous avons la chance d'en avoir une. Normalement, on devrait en avoir deux. Il faut quand même que vous sachiez que heureusement que c'est une femme particulièrement attachée au territoire, parce que cette médecin, elle a quand même 71 ans cette année, et que donc elle reporte sa retraite parce qu'elle sait que si elle s'en va, il n'y aura personne pour la remplacer. Et elle a à sa charge 5500 enfants. Voilà. Autant dire que la médecine scolaire, la capacité de faire de la prévention, de détecter des troubles auditifs, visuels, enfin bon, voilà, etc., ben c'est quasi nul. Et là aussi, on sait que malheureusement, parfois dans les familles, il n'y a pas cette perception, cette attention que l'enseignant, lui, peut plus facilement peut-être détecter. Et, sauf que s'il n'y a pas derrière une structure de médecine scolaire comme elle devrait être, eh bien, on est déshabillé. Donc, on a vraiment un souci sur réseau d'aide. Médecine scolaire, les CMP qui sont dans le prolongement de cette dynamique, qui sont là aussi complètement absents. Il faudra aussi avoir, de mon point de vue, une petite vigilance sur les remplaçants, parce que si la rentrée s'est faite, je dirais, de façon tout à fait correcte, je sais, et les organisations syndicales d'enseignants nous en ont parlé, que les remplaçants disponibles sont en nombre très insuffisant, et ce qui fait que dans l'année, il y a toujours des absences pour diverses raisons, de formation, maladie, etc., etc. Et donc, et on sait qu'aujourd'hui, dans notre département, dans le cursus scolaire de l'enfant entre, je dirais, la maternelle et le collège, c'est l'équivalent d'une année scolaire pendant laquelle il n'a pas d'enseignant en face de lui parce qu'il n'y a pas ces remplaçants qui sont présents. Et donc, il faudra là aussi qu'on soit particulièrement attentif, mobilisé aux côtés des équipes enseignantes tout au long je dirais, de l'année. Cette rentrée, c'est aussi la rentrée des fake news. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent en cette rentrée. Ça fait rire certains. Mais il y a quand même des réactions et les rumeurs font un mal certain. Vous avez été surpris, je crois qu'il y a eu des affiches à proximité des écoles à propos d'éducation sexuelle, etc. Est-ce que vous voudriez nous dire la réalité de ce qui est mis en place ou pas, et ce que vous en avez pensé, et comment ça se gère ici à La Courneuve? Ben oui, parce que quand on a fait toujours ce tour d'école, on s'est aperçu que, notamment à l'école Langevin, il y avait à côté de la porte une affiche disant attention, la loi Chapa a légalisé la pédophilie, l'éducation, enfin la pornographie, pas l'éducation sexuelle, la pornographie dès la maternelle, et donc bien évidemment ça légitimement ça inquiète les parents. Ils se disent mais attends, c'est quoi ça? Il faut que vous sachiez que c'est sans fondement, absolument sans aucun fondement. Le seul fondement que ça a, ce sont des réseaux de droite extrémistes qui galvaudent ce genre d'idées pour discréditer le service public au lieu de le défendre et de le promouvoir. Et donc il faut surtout pas céder. Et si vous avez le moindre doute, allez voir, je dirais, les enseignants. Ils vous expliqueront, y compris la loi Chapa, c'est pas de la complaisance, ça a été un durcissement des règles et de pénalisation des actes, des abus sexuels, même si ça aurait pu aller plus loin, mais ça a été un durcissement de la loi. Et y compris sur, je dirais, les recommandations de faire en sorte que, notamment en élémentaire, on commence à apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que leur corps, comment on doit respecter le corps de l'autre, parce que c'est ça.
mais c'est plutôt sain de commencer à apprendre dès l'élémentaire qu'est-ce que c'est qu'un corps et que son corps, en gros, il appartient d'abord à l'individu, à soi-même. Et donc, il ne doit pas être la cible d'atteinte de la part d'autres enfants à son égard ou de la part d'autres personnes, d'autres individus à son égard. Donc c'est tout le contraire qui est porté à travers, je dirais, les recommandations, les orientations. Et donc moi je voulais dire, il faut ne pas céder entre guillemets, à ces procédés particulièrement scandaleux et malhonnêtes, parce qu'ils ne reposent sur aucune réalité, si ce n'est celle de jeter le trouble, notamment dans des quartiers populaires comme les nôtres. Vous pensez qu'il y a un agenda politique derrière cela, ou est-ce que vous avez une idée particulière là-dessus, non ? Non, moi je pense qu'il y a, des gens qui ont du mal avec l'école laïque, l'école publique et tout ce qu'elle est, et l'égalité dont elle doit être porteuse, et que à partir de là, ils préfèrent nourrir, d'éventuelles dérives vers des écoles privées au détriment de ce qui doit être le socle républicain de notre nation, c'est-à-dire une grande et belle, forte école publique laïque, ouverte à toutes et à tous, et qui intègre et qui permettent à chacune et chacun de faire les apprentissages nécessaires pour se construire en tant que citoyen et aborder la vie avec tous les outils nécessaires pour pouvoir être un citoyen adulte et responsable dans son propre devenir. Justement, à ce propos d'accès aux études, à l'éducation pour tous, la rentrée c'est aussi Parcoursup. Et avec toutes les problématiques que ça a engendré, beaucoup de professeurs, de syndicats, des élus ont dénoncé des discriminations vis-à-vis notamment des jeunes de banlieue, de quartier, sur le procédé de Parcoursup, donc l'accès aux universités, aux grandes écoles. Est-ce que vous l'avez notifié, vu comment ça se passe à La Courneuve, et comment vous faites pour aider les jeunes à s'en sortir ? Ouais, Parcoursup, c'est une formidable escroquerie. En gros, le problème auquel l'enseignement supérieur est confronté, c'est pas des problèmes, d'orientation, fondamentalement. C'est pas ça. Le problème, c'est les places qu'il y a. C'est-à-dire qu'un jeune qui, après le bac, veut faire STAPS, par exemple, il y a, pour une place STAPS, c'est pour devenir professeur d'éducation physique et sportive. Mais pour une place qu'il y a pour faire rentrer en STAPS, il y a 5, 6, 7 candidats, au moins. Je vois Marie-Georges, qui connaît bien comme ancienne ministre des Sports, qui lève les yeux au ciel. Et donc, et c'est vrai pour tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui, face à l'engorgement des facultés, qui, lui, est bien réel, décide de répondre par la sélection, au lieu de répondre par des renforcements de moyens pour l'université, pour permettre aux jeunes de se former. Et c'est une politique qui va à rebours du développement de la société, parce que le développement de la société, il demande aujourd'hui, plus... Voilà, on se forme plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 200 ans, qu'il y a 500 ans. Et c'est le cycle de l'évolution de notre société. Et donc, les réponses qu'il apporte, c'est des réponses qui vont à l'encontre du cycle de l'évolution de la société, c'est-à-dire régression, réduction et donc sélection. Et effectivement, les jeunes de nos villes sont particulièrement touchés parce qu'ils sont parfois moins armés, parce que, y compris la plupart des facultés ici en région parisienne sont à Paris, et que donc on leur dit « Ah mais vous êtes de la Seine-Saint-Denis, allez voir les facs de Seine-Saint-Denis, mais pas les facs de Paris ». Et donc on est devant, une démarche discriminante, honteuse, ce qui nous a conduit, nous, avec le service jeunesse, à mettre en place des permanences, mais c'est compliqué, d'autant que la préfecture, l'inspection d'académie refuse de donner quelques chiffres que ce soit. Ils nous ont dit, les premiers retours qu'on vous fera, ça sera le 25 septembre, c'est-à-dire qu'après toutes les rentrées. C'est-à-dire que quand c'est déjà presque un peu déjà trop tard. Et donc, il faut qu'on soit
particulièrement là aussi attentifs pour pas se laisser enfermer dans ce faux débat, parce que il ne serait question que de problématiques d'orientation. Non, c'est les problématiques des moyens dont doit disposer l'université, l'enseignement supérieur au sens large du terme dans notre pays. Parce que ce qui est vrai à l'université, c'est vrai aussi dans les DUT, et donc on demande aux gens d'aller vers des alternances, mais après il y a les problèmes de l'alternance qui est aussi excessivement compliqué parce que les entreprises ne jouent pas le jeu. Donc on voit bien qu'on est devant un vrai enjeu de société et qui touche malheureusement parfois plus les populations et les jeunes des villes comme les nôtres que ceux des beaux quartiers qui ont davantage de moyens à leur disposition bien souvent. Pourtant, la ville de La Courneuve et les villes comme les vôtres sont en pleine rénovation urbaine. Et il y a énormément d'actualités. On va changer de sujet. On va donc passer à toute l'actualité, les nouveautés cette année en matière de grands projets urbains. L'arrivée de la Banque de France, le démarrage des travaux, la gare du Grand Paris Express, mais aussi deux autres projets qui vous tenaient beaucoup à cœur et dont vous allez nous parler. La passerelle sur l'autoroute et le dossier de l'ANRU. Quelles sont ces grandes nouveautés? Quel impact ça va avoir sur la ville cette année et dans les années à venir? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours aussi attaché à cette dynamique de la rénovation urbaine? Moi, je trouve que le fait qu'on ait une ville qui se développe, c'est un formidable atout d'abord pour les Courneuviens, parce que c'est une ville qui s'équipe. Voilà, on a un nouveau centre municipal de santé, on a un nouveau centre administratif, on a une nouvelle super médiathèque en centre-ville, et les maisons pour tous dans les quartiers. Donc c'est une ville qui s'équipe au service de ses habitants. C'est une ville aussi qui répare des fractures urbaines issues de sa propre histoire. Une ville qui s'est développée de façon un peu brutale, avec l'industrialisation qui est arrivée de façon assez violente, enfin violente au sens, ils prenaient des grands espaces, et puis bon, c'était, voilà, on faisait table rase, et puis ça a été aussi le logement, avec les 4000 qui ont été posés par la ville de Paris, comme ça, sans tenir compte. Et donc, tout ça nous permet de travailler à réconcilier un petit peu ce territoire, et toutes les batailles que nous avons menées ont permis de faire en sorte que notre territoire devienne un territoire incontournable aujourd'hui dans l'aménagement de la région parisienne et de ce qu'on peut appeler le Grand Paris. Et je crois qu'on peut que s'en féliciter parce que ça nous donne des points d'appui pour avancer, pour répondre aux attentes, aux besoins des populations, que ce soit en matière de services publics, d'équipements publics, mais aussi, bien évidemment, de logement. Donc c'est cette dynamique, ce sont ces dynamiques-là, y compris avec des choses, voilà, qui aurait pu imaginer que la Banque de France fonctionnerait et que ça serait le coffre-fort de l'Europe qui est quasiment sur le territoire de la Courneuve, chez Babcock. Voilà, on est dans un contre-pied total avec... je serais tenté de dire une certaine histoire, une réputation qu'on pouvait nous accoler et qui maintenant commence à fonctionner dans la rue des Nouvelles, sur l'ancien site de Babcock. Donc voilà, ces projets-là, c'est la gare du Grand Paris qui commence à se construire avec bien évidemment quelques nuisances ponctuelles, mais qui vont offrir la possibilité de connecter notre territoire, donc de permettre aux habitants de ce territoire d'être connectés avec le reste du territoire. Et voilà, à La Courneuve, on va avoir le métro, le RER, le Grand Paris Express, le tramway. Voilà, ça permet que voilà, on ne soit pas dans des situations de relégation, et c'est particulièrement important pour être en lien avec les pôles d'emploi, les pôles de développement, les pôles de formation, mais aussi les pôles de découverte, de tourisme auxquels on peut se livrer dans cette belle région. Donc c'est de véritables potentiels, de véritables atouts, et il faut qu'on continue à se battre pour aménager cette ville. Et donc c'est le cadre des grands projets autour des 6 routes, avec cette volonté de faire rentrer le parc dans la ville, de réduire la place de la voiture, sur KDI également, mais c'est aussi, moi il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que, et je ne suis pas le seul, on a un magnifique parc qui représente 1/3 du territoire de la ville. Pour y aller, c'est quand même pas forcément toujours très simple. Et le fait d'avoir une grande passerelle qui permettrait de relier
le parc au quartier nord et au centre-ville, ça serait quand même un formidable potentiel. Et donc on a décidé, nous, de nous engager. Moi, j'ai des rendus d'études là qui vont tomber au mois de septembre. Et sur cette base-là, nous allons mettre tout ça dans les dossiers de l'ANRU pour porter ça, parce que c'est pas des choses... On ne demande pas la lune. Pour que vous ayez un ordre d'idée, cette grande passerelle, c'est un budget de quoi? 10, 12, 13, 14 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est quand même pas, je dirais, c'est loin des 70 milliards du CICE qui a été donné au patron depuis 2013. Entre 2013 et aujourd'hui, c'est 70 milliards qui leur ont été donnés sans aucune contrepartie. On le voit sur les questions de l'emploi. Donc, on ne demande pas la lune. On demande juste un tout petit peu de justice. Et c'est ce que nous allons porter, y compris à travers les projets de rénovation urbaine qu'on a bien commencé, mais sur lesquels il faut qu'on aille au bout. On a des enjeux sur le secteur de Bussy, il faut qu'on finisse avec le foyer Sonacotra qu'il faut refaire, des nouvelles constructions dans ce secteur-là, faire l'alternative et reconstruire l'école, mais c'est aussi sur le Mail Maurice de Fontenay d'avancer vers, la nécessité de restructurer complètement ce quartier avec une démolition aux 3/4 de ce bâtiment, de s'ouvrir sur le Fort de l'Est, qui est un mur, et donc dès 2019, on va commencer à casser ce mur pour construire et permettre l'accès aux douves du fort. Et je suis sûr que si je demandais à combien de personnes dans la salle sont allées sur ces douves, qui sont quand même un endroit particulièrement agréable. Voilà, si vous allez, alors c'est pas la même époque, mais si vous allez à Carcassonne, mais quand vous vous promenez en bas des fortifications, ben c'est super agréable, et c'est de même nature là. Sauf que c'est inaccessible aujourd'hui. Et donc, on veut le rendre à la population de notre ville. Et puis, sur les 4000 Nord, terminer le projet. Il y a le vieux Barbus sur lequel il faut absolument qu'on réponde. Et donc, on a commencé à travailler un projet qu'on a présenté aux habitants et qu'on va inscrire dans ce dossier-là. Et puis, le centre-ville, aller sur on a commencé à faire des premiers aménagements. On veut aller au bout, avec une reconfiguration de ce qu'on appelle la cour des maraîchers, le passage de la Croix-Blanche, qui sont des endroits aujourd'hui pas très très agréables, on va dire les choses comme ça. Et on veut créer les conditions d'avoir une vraie alternative. Et on a un projet qui commence à se dessiner. Et donc, tous les gens concernés, avant de déposer le dossier qu'on va déposer début novembre auprès de l'Agence nationale de renouvellement urbain pour obtenir son engagement, on fera une rencontre de bilan avec toutes les personnes que nous avions associées à la concertation sur les différents secteurs pour pouvoir leur dire, mais voilà un petit peu ce que nous allons proposer. On fera ça courant octobre, et si vous êtes d'accord, et on va proposer ça à l'ANRU. L'enjeu, c'est 300 millions d'euros et 160 à 170 millions de financement de l'ANRU. Aujourd'hui, l'ANRU, lui, met sa barre à 25-30 millions de financement par opération. Donc, vous voyez que ça va falloir secouer un petit peu les gens, d'autant que notre cher président a renvoyé Borloo dans ses 22 mètres en lui disant qu'est-ce que vous nous parlez d'un nouveau plan banlieue, ça ne marche pas. Et moi, je vais faire des choses. Et puis depuis, c'est morne pleine, pas un mot. Et donc, il va falloir aller les secouer pour pouvoir créer les conditions de se faire entendre. Et de faire en sorte que ce que nous avons commencé à faire, nous soyons en situation d'aller au bout, y compris pour pas que ce qui a été commencé soit gâché. Parce que si on finit pas les choses, eh ben ça se délite plus facilement. Alors que si on va au bout des choses, ben ça structure des usages, des comportements, des satisfactions et auxquels qui nous permettent d'être plus forts pour créer les conditions que les choses se passent convenablement. Ce sont des projets à long terme. C'est vraiment vous visez 5, 6 ans, 7 ans, voilà, c'est ça. 5, 6, 7 ans. Du coup, c'est beaucoup d'énergie, effectivement, investie dans les projets à long terme. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer le cadre de vie au quotidien? Parce que les gens se projettent beaucoup et ils ont aussi besoin
de réponse sur leur cadre de vie du jour, quoi. Ça ne se pose pas, ça se nourrit bien évidemment, même s'il faut qu'on ait cette double attention. Je dis ça se nourrit parce que, par exemple, quand on a adopté le PLU au conseil municipal dans le premier semestre, à la fin de l'année dernière, dans le PLU, on a inscrit que notre territoire, on voulait passer de 33 à 41% d'espace vert. Et donc, bien évidemment, ensuite, ce qui s'aménage, mais s'aménage en fonction de ces réserves que nous avons mis dans l'utilisation des sols pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'espace de respiration, davantage de coulées vertes qui permettent d'irriguer, qui permettent de donner des espaces qualitatifs aux Courneviennes et aux Courneviens. On crée de nouveaux parcs, etc., etc. Donc, tout ça se conjugue aussi comme ça. Même si après, on est confronté sur cette question de quotidienneté, moi je dis très franchement, à des difficultés. D'une part, on a une société qui fonctionne contre une amélioration de la situation. Je m'explique. Quand on prône l'individualisme, le chacun pour soi, le premier de cordée, ça veut dire qu'on prône rien en avoir à faire de son voisin. Et donc, c'est le chacun pour soi. Et quand c'est le chacun pour soi, on ne respecte pas l'autre. Parce que c'est d'abord ma poire à moi. Et donc, on ne respecte pas l'espace public, on se stationne n'importe comment, on jette tout et n'importe quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5 ans, dans la ville, vous savez, deux fois par mois, il y a ce qu'on appelle les encombrants. Donc, on a enlevé à peu près 80 tonnes, à ce moment-là, d'encombrants dans les rues de la Courneuve par mois. 1000 tonnes dans l'année à peu près. Dans le même mois, on a enlevé en dépôt sauvage 80 tonnes dans le mois, 4-5 ans. Cette année, en 2017, on a enlevé toujours 80 tonnes dans les encombrants, sauf qu'on a enlevé 120 tonnes dans les dépôts sauvages dans la rue. 50% de plus. On est passé à 1500 tonnes de déchets sauvages. De déchets, c'est pas un bout de papier, c'est je dirais un réfrigérateur, des planches, enfin bon, voilà, et j'en passe et des meilleurs. Dans la rue, en dehors des... Et donc, bien évidemment, ça nous met dans une situation, et Rachid en parlerait mieux que moi, puisqu'il est adjoint notamment sur cette question-là, ça nous met dans une situation excessivement... On court toujours derrière. Alors, on a décidé d'essayer de courir de plus en plus vite. On a mis en place Allo Aglo, qui accueille quand même plus de 2200 signalements par an, et 90% sont réglés dans les 3, 4, 5, 6 jours qui suivent. Hein. C'est quand même ça le résultat. Il en reste 7, 8, 10% qui traînent un petit peu, mais... on est en train de constituer je dirais un pôle de la quotidienneté qui vise à rassembler tous nos services et avoir des points hebdomadaires où on fait le point, on regarde tout ce qui a été listé partout par les différents services, etc. et comment on travaille à des réponses. Mais vous voyez quand même les mécaniques dans lesquelles ça nous oblige à être, les moyens que ça nécessite, dans un moment où on réduit les moyens aux collectivités locales. Et donc on est dans un bras de fer permanent qui va nécessiter, il faut qu'on ait le courage de se le dire, qu'on retravaille un peu plus à l'éducation, et puis, je dirais, à aussi taper sur les doigts de ceux qui refusent de jouer le jeu. Quand on met la vidéo-verbalisation, c'est sur la rue de la République, sur la rue de Gabriel Péry ou sur les 4 routes, c'est pas parce qu'on a envie d'embêter les gens. C'est que quand vous êtes dans une situation où, et je vois des gens qui habitent pas très loin, où ils peuvent plus sortir de chez eux parce que systématiquement, il y a des gens qui se garent sans aucun complexe devant leur porte de garage, ben c'est pas possible, ça. Surtout qu'on est dans une ville où il n'y a que 50% des ménages, 52% des ménages qui ont des véhicules. Et donc ces 52%-là, en gros, ils font chier tout... Enfin, je m'excuse du mot, mais ils font chier tout le monde.
Et donc, il faut qu'ils respectent des règles, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et s'il faut le rappeler, y compris en sanctionnant, on le fera de la même façon que sur les questions de déchets sauvages. Il faut qu'on va travailler avec les bailleurs pour renforcer le suivi, la réglementation, voire l'éducation, y compris avec les écoles. Et on va organiser plus souvent, au-delà des coups de propre dans les quartiers qu'on fait déjà, mais des opérations partagées. Par exemple, au mois de novembre, il y a la semaine des déchets européennes, et donc on va s'inscrire là-dedans pour faire, pendant cette semaine-là, avec Mediapsy, qui est chargé de ces questions de l'environnement, comme adjoint, d'avoir tout un travail pendant la semaine d'éducation, d'interpellation, pour que les gens, petit à petit, comprennent que la facilité de jeter ce qui nous gêne par terre, mais finalement, ils y perdent eux aussi. Tout le monde y perd. Et donc, voilà, il faut qu'on bouge ça. Et on sait que c'est compliqué, que c'est dur, mais voilà, parce que je trouve que, enfin, moi, des fois, je le dis comme je le pense, ça me met un petit peu en colère, parce que on essaye de faire des aménagements plutôt qualitatifs. Tout le monde le reconnaît. Et souvent, c'est gâché par les comportements de 2, 3, 4, 5 personnes. Et donc, à un moment donné, c'est fatigant. C'est fatigant, et à un moment donné, il faudra que tout le monde accepte que, si ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, ils vont sur une île déserte, ils feront ce qu'ils veulent. Mais ici, quand on est en ville, on n'est pas tout seul. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et donc, ça a ses avantages. Parce que quand on est malade, on peut aller au centre de santé, mais que quand on est sur une île déserte, il n'y a personne pour se soigner. Mais ça a aussi c'est quelques contraintes, mais qui doivent être acceptées. Et donc, ce travail d'éducation, on veut le porter fortement. Merci. Je voulais revenir à une question qui revient souvent. Enfin, moi, en tout cas, je l'entends souvent. Je pense que vous aussi, vous allez me le dire d'ailleurs. C'est que toutes ces rénovations urbaines, ces constructions de logements, d'amélioration, etc., ça crée une peur, notamment chez les jeunes, de ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire un changement de population où l'augmentation du prix de l'immobilier fait que, naturellement, les loyers sont trop chers et donc on est obligé de se déplacer. Les populations les plus pauvres. Comment, déjà, est-ce que vous en avez entendu parler, les jeunes vous en ont parlé, ou moins jeunes d'ailleurs, et comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Moi, je pense que tout le travail qu'on mène, c'est pour permettre à la population qui habite cette ville de pouvoir y vivre et d'avoir les réponses qu'elle attend, que ce soit en matière de logement, d'équipement, je dirais de cadre de vie, c'est pour elle. Et donc, bien sûr, on a l'expérience, et de nombreuses personnes ont ça en tête, c'est-à-dire que sur Paris, les couches populaires, petit à petit, elles n'ont plus pu y vivre. Elles ont été chassées. Et donc, ils se disent, on est à la porte de Paris, il faut bien se le dire, on parle du Grand Paris, et on est dedans. On a un territoire qui se modernise avec plein de nouveaux équipements, des projets d'aménagement. Et donc, il y a effectivement cette crainte. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que la volonté de la ville, c'est celle de permettre à la population de pouvoir trouver des réponses à ses besoins sur ce territoire. Et ensuite, dans les réponses qu'on apporte, c'est que dans les projets d'aménagement, bien sûr, on construit de l'accession à la propriété, mais aussi on construit de l'accession sociale. On continue. Je dirais, vous allez au Bourget, il n'y a pas un logement social qui est sorti de terre depuis 10 ans. Nous, on continue à produire du logement social pour permettre aux populations de pouvoir, je dirais, avoir des réponses, même si devant l'inertie à laquelle on est confronté de nombre de villes et des politiques nationales en matière de financement du logement social, on est dans une situation de plus en plus complexe. On discutait hier soir avec le président de Seine-Saint-Denis Habitat, et qui nous disait, voilà, moi, dans mon budget, entre la question de l'APL, l'augmentation de la TVA, plus, je ne me rappelle plus l'autre truc, en gros, c'est, dans le budget 2019, c'est 11 millions de dépenses supplémentaires,
Et dans le budget 2020, c'est 15 millions de dépenses supplémentaires. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'épargne, donc ce qui sert de fonds propres pour construire, complètement limogé, plus d'épargne nette. Et donc, plus de moyens de financer des nouveaux aménagements, des gros travaux, des restructurations, à tel point que ça risque d'être un handicap pour les opérations de rénovation urbaine dans lesquelles on veut s'engager. Donc, on voit bien que ce sont de vraies questions qui vont nécessiter... Nous, la posture de la ville est claire, on veut répondre aux besoins des habitants. Et de ce point de vue-là, je le sors là, mais il y a eu... le journal Ensemble de la communauté d'agglomération en commun, là, qui est sorti le dernier. Et vous avez, pour ceux qui le reçoivent ou qui peuvent l'avoir sur Internet, les projets du territoire. Et c'est de l'ordre de 12 milliards à 13, voire 14 milliards d'investissements qui vont être réalisés sur ce territoire dans les 7-8 ans qui viennent. Et c'est-à-dire que ça offre très concrètement, à travers les aménagements, les reconstructions, véritable opportunité pour que la population de notre territoire puisse avoir des réponses. Et elle doit, de mon point de vue, aussi avoir des réponses en matière de qualification pour pouvoir accéder à ces emplois que ces milliards d'investissements vont générer sur notre territoire. C'est pas possible qu'on soit le territoire... Il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est le territoire qui, en France, sur les 7-8 années qui viennent, va accueillir le plus d'investissements publics et privés. C'est là où il va se dépenser le plus d'argent. Et ce n'est pas possible que sur le territoire où il va y avoir autant d'investissements réalisés, publics et privés, la population soit dans une situation de relégation 2 fois, voire 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Ce n'est pas possible qu'on continue à avoir 24-25% de chômage à La Courneuve pour une moyenne à 9%, alors que sur ce territoire, il y a des milliers d'emplois qui sont nécessaires pour faire ces réalisations. Et donc, ça fait partie des batailles que nous, on veut porter, on veut mener, y compris avec les jeunes, parce qu'on veut que, y compris ces jeunes qui se qualifient, puissent avoir, je dirais, des opportunités d'emploi sur ce territoire pour qu'ils puissent y rester, parce que, je dirais, ça serait d'une telle injustice que ces populations qui ont courbé le dos devant la crise des années 80-90 qui a fait tant de dégâts sur des territoires comme les nôtres, qui au moment où ce territoire se redéveloppe et offre des opportunités, les populations n'y aient pas accès. Et la seule chose qu'on leur propose, c'est aller plus loin. Maintenant, ça va être bien ici, aller plus loin. Non, ça, c'est pas possible. Et là-dessus, on sera, je dirais, au sein, avec l'ensemble des élus de la majorité, intransigeants sur cette bataille-là. Donc, je veux rassurer les jeunes. Il faut qu'au contraire, ils prennent appui là-dessus et confiance pour se faire entendre et créer les conditions de faire en sorte que les choses avancent dans la bonne direction. Vous évoquez très bien l'impact qu'ont certains grands mouvements nationaux, les décisions nationales sur la population de La Courneuve, de villes comme La Courneuve en tout cas. Vous avez aussi parlé du plan banlieue qui a été abandonné, les réformes sociales du gouvernement qui ont commencé et qui s'annoncent sévères. Comment vous jugez cette première année de présidence de M. Macron? Quel impact vous imaginez que ça va avoir sur la population qui est la vôtre? Et quelles sont vos inquiétudes pour les Courneuviens, pour les Français? Moi, je dirais les choses telles que je les pense. Mais je pense que, de ce point de vue-là, je ne suis pas le seul, parce que le dernier baromètre de popularité met Macron, qui pétait les plafonds, dans la même situation que François Hollande après la première année de gouvernement. Voilà. C'est-à-dire qu'il a 30%, 31% d'opinion à peu près favorable. Moi, en gros, c'est ce que fait ce président derrière son air de gendre idéal, c'est absolument catastrophique. Il est en train de tout casser. Tous les bases des politiques de répartition de richesses,
de solidarité qui ont été construites dans ce pays, y compris dans le prolongement du CNR au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il est en train de le casser. Quand il dit « je vais supprimer les cotisations sociales des entreprises », c'est-à-dire que le travail n'aura plus vocation à financer la retraite, n'aura plus vocation à financer la santé, n'aura plus vocation à, assurer la cohésion sociale. Tout ça va être rebasculé sur l'impôt. Et donc, tout ça, et tout ça pourquoi Tout ça parce qu'on veut continuer à faire ça, l'envolée des dividendes partout dans le monde, avec des records absolument pharaoniques. La photo, c'est BNP Paribas, qui est un des plus grands distributeurs de dividendes au monde, qui est une société française, et qui, en même temps qu'il va distribuer des dividendes records cette année, a un plan de suppression de 5000 emplois dans ses succursales. Donc voilà, et avec des records, plus 13% des dividendes versés sur le deuxième trimestre 2018 aux actionnaires. Et c'est de l'argent qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que la personne, elle est sur son compte en banque 10 millions ou 20 millions, même si elle mange du caviar tous les jours, à un moment donné, elle ne pourra pas manger 3 fois plus de caviar. Et donc, à un moment donné, c'est de l'argent qui ne sert à rien, qui est complètement stérilisé, alors qu'il pourrait être redistribué. Moi, je dis pas que les patrons, les actionnaires, on les saigne, pas ça. Mais là, c'est eux qui saignent l'immense majorité de notre population. En gros, on nous explique aujourd'hui que c'est normal qu'on prévoit que les retraités n'auront plus de revalorisation de leur indemnité pour 2019-2020. Ils vont perdre 1,4 à 1,5 de pouvoir d'achat. Si on rajoute la CSG, un retraité qui touche 1 300 € par mois va perdre sur l'année 600 € de revenus. Et donc, et ça, on nous explique, ben c'est normal, ils vivent finalement pas si mal. Mais c'est inentendable. Et donc, c'est cette politique-là que met en œuvre ce gouvernement. Et il faut à tout prix, on pourrait bien évidemment délayer encore bien d'autres exemples, mais il faut l'arrêter. Et de ce point de vue-là, moi je me félicite que le 18 septembre, les salariés de la SNCF aient décidé de repartir à la bataille, qu'il y ait une intersyndicale qui ait commencé à appeler à une action interprofessionnelle le 9 octobre, que la fête de l'humanité qui se tient le 14, 15 et 16 soit un grand moment de débat, de rencontre, pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'on ne peut pas laisser tout nous casser. Même si c'est un énarque gendre idéal, il faut lui mettre, lui faire comprendre que maintenant, ça suffit, que le peuple, les Gaulois, comme il dit, voilà, qui sont réfractaires au changement, les Gaulois, ils ont coupé la tête du roi Louis XVI il y a quelques années. Il faut qu'ils fassent attention que ce ne soit pas la sienne qui tombe demain. Voilà. Laissez dit. Ça c'est dit. Vous vouliez, avant qu'on passe aux questions de la salle, vous vouliez aussi passer un appel sur un sujet qui vous tient à cœur, un sujet international. D'ailleurs, on a les deux figures des citoyens d'honneur de la Courneuve, Michel Warschawski et Marwan Barghouti. Vous vouliez passer un appel à propos de Trump, de l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens, et donc de la question palestinienne. Oui, parce que depuis qu'il y a eu la création de l'État israélien, donc depuis les années 47, et où il y a eu, les populations qui ont été chassées de leurs terres, il y a des camps de réfugiés qui ont été mis en place. Et l'ONU, qui venait de se créer, a créé une agence spécialisée, l'UNRWA, ça s'appelle, pour permettre à ces réfugiés qui étaient dans des camps, qui sont dans des camps, répartis en Cisjordanie, en Libye, au Liban, voilà, en Égypte, de pouvoir, avoir un minimum de moyens
pour pouvoir à leur santé, à leur éducation, etc. Sachant qu'ils étaient extraterritoriales dans les pays dans lesquels ils sont accueillis. Voilà. Les Palestiniens qui vivent dans le camp de Bourg el-Chamali au Liban, ils ne sont pas libanais, ils sont palestiniens. C'est comme ça. Et donc, les Nations Unies avaient décidé de financer, ça représente aujourd'hui grosso modo un volume de 800 millions au niveau international de financement de l'UNRWA, pour permettre, je dirais, d'accompagner en attendant qu'une solution politique reconnaissant les droits du peuple palestinien, comme celle du peuple israélien, vienne, je dirais, solder ce conflit qui dure maintenant depuis plus de 70 ans. Et le président américain, qui est vraiment un bout-au-feu tragique, ça serait comique si ça n'avait pas les répercussions que ça a décidé, là, il y a 2 jours, de suspendre la participation américaine qui est de 300 millions d'euros. Et donc d'asphyxier complètement l'UNRWA en disant tout simplement, mais de toute façon les Palestiniens ils ont perdu la guerre, il faudrait qu'ils en prennent conscience, donc on passe à autre chose, quoi. Voilà. Mais avec une telle brutalité, c'est-à-dire voilà, c'est pas acceptable. Et donc moi je sais que l'Allemagne a d'ores et déjà dit qu'ils allaient revoir, sans attendre les pressions éventuelles qui peuvent être faites sur les États-Unis, pour augmenter leur participation. Et je pense que l'ensemble des autres pays doivent faire la démonstration que voilà, la solidarité, je dirais, ne se divise pas. Et que Trump ne fera pas la loi dans les relations internationales, il ne pourra pas imposer son diktat, et que la France, elle a une responsabilité de participer à ce rééquilibrage de façon à montrer à Trump, plus qu'au peuple américain, mais parce que ce n'est pas le peuple américain, c'est ce gouvernement et ce président, qu'ils ne feront pas la loi dans les relations internationales et qu'il y a d'autres volontés qui peuvent émerger, et celle de respect des droits internationaux des peuples. Merci. Je pense que on espère que le message passera. On va maintenant passer aux questions de la salle. On va prendre 2-3 questions. Il y a une dame qui lève sa main. Je vois, si un micro pouvait lui être transmis. Un monsieur aussi là-bas. Et une dame en fond de ça. Oula! Alors on va commencer, on va prendre 3-4 questions dans un premier temps. Je vous propose de fonctionner comme ça. Monsieur le maire répond. Et après, Alors, il y avait une dame ici, les lunettes. Voilà, levez la main. Juste là, au 4e rang. On vous écoute. Bonsoir à tous. En fait, déjà, je voudrais confirmer ce qu'a dit Monsieur le maire concernant les logements, les nouveaux logements. Je fais partie de la catégorie où je suis à la TPH et donc pas beaucoup de ressources. J'ai pu avoir un logement dedans. Ah. Et la deuxième question concerne Muriel Tendron, voire le maire, s'il peut répondre. J'ai des familles qui viennent, je suis parent d'élèves, et j'ai des familles qui viennent me voir concernant Rosenberg. Ils habitent rue Vaillot, donc ils disent qu'ils ont 15 minutes à mettre pour là-bas. Donc, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont rester sur le Michel? Et il y a un problème de parking sur l'école. Merci. Il y avait le monsieur avec les moustaches et les lunettes là-bas, qui est debout, adossé au café citoyen. Azul. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, monsieur le maire et tout le monde. Ma question, elle est très simple. Vous avez évoqué la question des transformations urbaines, des grands projets de la ville. Ça c'est une très bonne nouvelle. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez prévu dans ce plan-là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les petites entreprises du bâtiment, puisque c'est prévu un quota de ces marchés qui sont réservés
pour ces sociétés localement implantées. Et la deuxième question, quel est le travail qui est prévu en direction de la formation et de l'apprentissage des jeunes dans ce domaine-là? Merci. Merci, oui. Mais, dame, il y a plein de gens qui veulent poser des questions. Oui, monsieur. 4-5 4-5. Je peux y aller? Les enchères. Bonjour, monsieur le maire, bonjour tout le monde. Je me présente quand même, Claude Huguebot, résidence des Parcs, et aussi Conseil des Sages. Et à ce sujet, je voudrais lancer un appel. On n'est pas assez au Conseil des Sages. Alors, s'il y a des personnes retraitées qui voudraient bien y venir, ils peuvent venir s'inscrire à l'entrée et demander où Soraya ou mademoiselle Letellier. Merci. Autre chose. Monsieur le maire, vous êtes EPJ normalement. Bien. Bon, est-ce que c'est vous qui commandez la police? C'est-à-dire, est-ce que c'est à la mairie que l'on doit déposer les plaintes? Parce que voilà ce qui se passe. En tant qu'OPJ, suite à ce qui s'était passé à Audremont, enfin John Lennon, il paraîtrait que vous auriez dit « Surtout ne faites pas de vagues et n'ennuyez pas les jeunes afin qu'ils n'incendient pas d'autres voitures. » Alors, moi personnellement, je vous en ai parlé et la personne qui m'a rapporté ça, je voudrais bien savoir dans quelle poche elle l'a trouvé. Voilà. Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a une dame au fond. Bon. Après, il y a une dame au fond de la salle. Bonjour Dame tout le dans le monde. fond, là-bas. Moi, j'ai un problème. J'habite boulevard Pasteur. J'ai un grand problème avec le parc derrière moi. Monsieur, votre adjoint, il le sait. Je vous ai écrit même une lettre pour vous voir, mais je n'ai pas eu de réponse. Le parc, là où vous avez passé pendant les vacances, je n'étais pas là. On m'a dit que vous avez venu là, où ils jouent au foot et tout. Oui, pour moi, oui, c'est là. Moi, la journée, c'est le ballon chez moi et la nuit, c'est une boîte de nuit. La musique, les jeunes, ils font la fête jusqu'à 4 heures du matin, impossible de dormir. J'ai mes filles qui travaillent, qui se réveillent à 5 heures du matin. J'appelle la police, ils s'arrêtent, la police part, il revient faire la fête. La musique, j'ai eu le droit à la moto, à tout. Toujours le soir, je prie pour qu'il pleut. Il pleut, on dort, même l'été. Il pleut pas, on dort pas. Je trouve que c'est pas normal, il faut faire des portes pour que ça se ferme la nuit. La journée, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais la nuit, au moins, on a le droit de dormir, comme tout le monde. Tout l'été, sans exception. Merci. Merci, madame. Il faudrait faire relativement court sur les questions, s'il vous plaît, juste pour que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y, J'en ai juste pour une minute. Allez-y, je vous en prie. C'est juste pour rebondir sur ce qu'elle dit. Effectivement, il n'y a pas que les jeunes. Il y a le terrain de foot et il y a aussi une aire de jeu où il y a des familles qui viennent. Et même les familles, des fois, ils restent jusqu'à minuit, 1h du matin. La semaine, le week-end. Alors cet été, je ne vous raconte pas. Et désolé, mais tout le monde n'a pas la chance d'être en vacances en juillet-août. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Canicule ou pas canicule. Personnellement, je me lève à 5h tous les matins. Et pour dormir, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, s'il y a une solution possible, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Je pense que... Non, une dernière question. C'est vous qui répondez. Ça fonctionne? Ah oui. Bonjour, monsieur le maire. Donc, je suis Sonia Bolivar, membre du conseil syndical de la résidence Au Cœur Nature. Vous voyez au niveau de rue Honoré de Balzac, les nouvelles constructions, et rue de Genève. Donc, au fait, ma question, justement, elle porte parce que beaucoup de personnes peuvent avoir le sentiment d'insécurité au niveau de la Courneuve. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incidents au niveau des résidences, notamment des voitures brûlées. Et du coup, ça a brûlé légèrement certaines maisons. Et au fait... la construction a été entre guillemets mal faite parce qu'en fait, il y a plusieurs fenêtres qui donnent au rez-de-chaussée et qui donnent directement sur les rues. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres et du coup, au fait, on voulait savoir au fait comment ça va se passer par la suite, quelles seront les mesures prises, étant donné que l'architecte n'a pas pensé à clôturer le contour de la résidence et notamment les fenêtres. Merci. Peut-être, premier tour de réponse, entre guillemets rapide. Sur le logement, voilà, vous confirmez que
je dirais, les politiques que nous menons visent à essayer de répondre au mieux aux besoins des habitants, quel que soit leur revenu, même si, avec Corinne, qui est maire adjointe à ce secteur-là, on sait que entre je dirais, le nombre de demandes auxquelles on est confronté et les capacités de réponse, on est malgré tout loin du compte, parce que malheureusement, il y a trop peu de villes qui, comme nous, fait cet effort, et ça crée cette situation-là. Sur Rosenberg, on a essayé de redécouper les secteurs scolaires de façon à peu près équilibrée, de manière à ce que, je dirais, les gens dans un périmètre de proximité puissent, je dirais, aller dans l'école la plus proche. Donc, s'il y a éventuellement une question ou deux, on est prêt à, entre guillemets, à regarder, éventuellement avoir des dérogations. Mais globalement, le travail a été fait avec beaucoup d'attention. Après, comme c'est une nouvelle école, bien évidemment, quand il y a eu des fratries dans les familles, ça perturbe les habitudes, parce que parfois il y avait l'aîné qui a été dans telle école, et puis celui qui arrive, il va aller dans celle-là. Donc il y avait des habitudes qui étaient créées, et donc il y a des habitudes nouvelles à apprendre. Mais voilà, je pense que les choses vont pouvoir, entre guillemets, rentrer dans l'ordre. Après, l'école n'est pas complètement achevée. Les locaux sont maintenant d'éducation, de cours, de restauration, tout ça c'est terminé. Mais par exemple sur le parking des enseignants, c'est pas encore fini. C'est pour ça qu'on a décidé de, sacraliser toute une partie de stationnement qui a le long de l'avenue Val-des-Crochets, pour permettre le stationnement et régler ce problème, en attendant que les parkings qui sont prévus, bien prévus, puissent être réalisés, parce que on va être encore pour le premier trimestre dans une situation un petit peu de fin d'aménagement. Sur les petites entreprises, la question est tout à fait légitime, et c'est une bataille qu'on porte, et je dirais même que Joseph Irani, qui est conseiller municipal délégué, porte depuis très longtemps à mes côtés dans cette ville, pour faire en sorte que ces petites et moyennes entreprises qui contribuent à être un des véritables poumons de la vie économique puissent bénéficier, et que ça ne soit pas que les grands groupes qui viennent dans le cadre d'appels d'offres globaux squatter tout et après tordre le cou aux petites entreprises. Et donc, on se bat pour essayer de faire des appels d'offres le plus souvent en lots séparés, de façon à ne pas avoir de lots généraux, de façon à pouvoir attribuer à des PME. Et dans le cadre des conventions que nous avons passées en lien avec plein de communes, c'est qu'on impose qu'il y ait 25% de sous-traitance à minima locale en direction des PME et des PMI du territoire. Et donc, c'est une chose qui a été adoptée dans toutes les conventions, qui est maintenant dans le cadre des appels d'offres que nous passons. Et donc, on se bat précisément pour faire respecter cette exigence, de façon à ce que les PME, qui souvent peuvent embaucher 1-2 personnes et former des jeunes apprentis, puissent participer au développement du territoire et être associés à ce développement du territoire, y compris avec les enjeux de formation dont vous avez parlé, notamment pour les jeunes sur ces secteurs-là. Ça nécessite quand même que sur les formations, on pousse le débat avec l'éducation nationale, mais aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie, pour qu'il y ait un peu plus d'efforts qui soient faits. Ça fait partie des questions que personnellement j'ai posées au directeur d'académie quand je l'ai vu le 22 ou 23 juillet, en lui disant il faut absolument qu'on progresse, de nous revoir courant septembre, en lien avec pleine commune et lui-même, mais aussi le recteur d'académie, mais aussi la chambre de commerce, pour examiner cette question de façon un tout petit peu plus pointue, pour regarder comment nous allons pouvoir plus et mieux accompagner avec des outils la qualification des publics jeunes. Sur le maire, il est au PJ, oui,
tous les maires sont officiers de police judiciaire sur leur territoire. Hein. Je ne suis pas extraterritorial. C'est-à-dire que dès que je sors de la Courneuve, je ne suis plus officier de police judiciaire, ce qui n'est pas le cas d'un policier qui, lui, reste titulaire de son... Moi, je suis officier de police judiciaire sur le territoire de la ville de la Courneuve. C'est d'ailleurs pour ça que ça me permet de déléguer une partie de mes pouvoirs à la police municipale qui œuvre, je dirais, sur la ville. Bien évidemment, avec Rachid Maïza qui est chargé notamment de ces questions au sein de la municipalité, on est dans une situation où, notamment face à des actes tels que auxquels on a été soumis, c'est pas de dire faisons le dos rond, parce que je dirais faire le dos rond, c'est créer les conditions que le lendemain on est encore pire. Et le surlendemain encore pire. Et c'est au contraire de dire clairement, et quand j'ai pris la parole sur place, je l'ai dit clairement, que c'était des actes inacceptables, que tout devait être mis en œuvre pour que ces gens-là puissent être recherchés et qu'ils puissent rendre des comptes. Parce que c'est pas possible que 2-3 individus massacrent de tels équipements, et c'est pas du tout dans l'esprit de notre collectivité, des élus que nous sommes, d'avoir la moindre complaisance vis-à-vis de cela. On peut toujours discuter sur la situation de la jeunesse, les difficultés, etc. Mais après, quand les gens mordent le trait, c'est eux qui mordent le trait. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on leur dise qu'ils mordent le trait, que c'est pas possible, parce que ça veut pas. On n'est pas pour la société du chacun pour soi. Voilà. Et donc, je peux vous rassurer que, on n'a jamais donné ce type d'orientation, et au contraire, on a tanné, je dirais, la police, le commissaire, pour que tout soit mis en œuvre pour trouver les responsables. Ce que je peux vous dire, c'est que on sait où a été volée la voiture, on sait le chemin qu'elle a pris, on sait qu'il y avait 2 individus dedans, mais on n'a pas réussi, la police n'a pas réussi à identifier les 2 personnes qui ont fait... la voiture a été volée sur un parking de Drancy, je peux vous le dire. Elle est passée aux 4 routes, elle a fait l'avenue de la Convention, les 6 routes, et puis elle a tourné autour du secteur, et puis après elle est rentrée... mais ils n'ont pas réussi à identifier les personnes pour l'instant. Mais, donc voilà, notre posture... Et on se bat en permanence pour que le commissariat puisse disposer de moyens nécessaires, d'autant que quand il est renforcé en moyens, ça donne des résultats. Sur les 7 premiers mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet, on est aujourd'hui à une baisse de 38% des faits de délinquance sur la ville par rapport à l'année d'avant. Mais c'est pas complètement étranger au fait que ces 2 dernières années, le commissariat s'est vu renforcé d'une 20aine de policiers supplémentaires. Voilà, c'est cause à effet complètement liés. Sur le boulevard Pasteur et les bruits derrière, on a essayé de travailler à faire, vous avez peut-être vu ces affiches pour dire aux gens respecter, y compris des affiches que nous avons faites avec des citoyens, dans le cadre des citoyens volontaires qui avaient participé au comité de voisinage, de façon à ce que on appelle au respect des règles. Après, c'est clair que la période particulière canicule que nous avons eue ont pu générer des présences publiques un peu plus tardives. Mais bon, ça fait partie on souhaite, y compris, vous avez peut-être vu que sur ces mêmes espaces, on a mis des panneaux pour rappeler les règles d'usage, de façon à ce qu'effectivement, ces espaces qui sont des espaces de respiration, des espaces de jeu, restent des espaces de respiration, des espaces de jeu qui respectent la vie autour d'eux. Et voilà, j'ai entendu ce que vous dites, on reviendra dessus, refaire avec des médiateurs de la sensibilisation pour, je dirais, créer les conditions de faire évoluer les choses. Sur Au Cœur Nature, voilà, c'est une opération neuve qui est pas complète. On est dans une situation un peu particulière, c'est que les choses sont pas complètement achevées aujourd'hui, tout simplement. Les espaces publics sont pas terminés, l'entreprise qui a construit n'a pas complètement fini les travaux, et donc on est dans une situation où les habitants qui prennent, je dirais, possession de leur logement
le prennent dans une situation où l'entreprise, enfin le promoteur qui a fait cette opération n'a pas tout achevé. Et donc, bien évidemment, ça crée les conditions de fragiliser un tout petit peu plus. Après, c'est pas 15 voitures qui ont brûlé, c'est une voiture qui a brûlé, même si, bien évidemment, c'est toujours excessivement traumatisant. Moi, je suis prêt à ce que, si vous le souhaitez, on puisse en discuter, y compris avec Rachid, si vous avez un conseil de copropriété, qu'on puisse en discuter, y compris de façon à ce que le promoteur qui a réalisé l'opération, il doit livrer un des logements achevés, correctement achevés, avec tous les doutes sur les constructions levées. Et puis, il doit être capable aussi d'entendre qu'il peut y avoir quelques aménagements particuliers pour faire en sorte que les gens qui ont acheté là puissent avoir le sentiment de vivre tranquillement chez eux. Et donc, s'il faut qu'on mène le débat, y compris le bras de fer, moi, ce ne sera pas le premier que je mène avec un promoteur, et ça ne sera certainement pas le dernier, je suis prêt à ce qu'on se rencontre pour qu'on puisse avoir ce travail-là de diagnostic de votre part, et avec vous, regarder comment on va, poser un certain nombre d'exigences en direction de promoteurs, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un territoire qui se développe. Et les promoteurs, ils sont pas complètement idiots. Ils savent que s'ils deviennent personne non grata parce qu'ils ne jouent pas le jeu qu'ils doivent jouer, de respecter les gens à qui ils vendent des logements, ils vont plus construire sur un territoire qui est en pleine dynamique. Et donc, ils n'ont pas intérêt à se mettre dans cette situation-là. Donc, on a aussi des leviers pour que l'intelligence l'emporte, quoi. Et donc, moi, je suis prêt à ce qu'on puisse se voir là-dessus pour faire en sorte que l'intelligence et le bon droit de chacun l'emportent. On va passer à la deuxième série de questions. Alors, le monsieur là, la dame, alors allez-y. Je ne vois pas forcément ceux qui lèvent en premier. Concernant tous les problèmes que nous rencontrons au passage de la Croix-Blanche, on arrive à s'endormir qu'à 4 heures du matin, et ce depuis des années. Ça serait bien d'avoir des caméras de vidéosurveillance que Monsieur le maire nous a promis il y a 3-4 ans. Je suis présidente bénévole des deux immeubles, 14, 16, 20, passage Croix-Blanche, et tous les soirs, on ne peut pas s'endormir. Il y a trop de problèmes. À quand la résidentialisation ? En plus, on a l'école Saint-Ex, on est réveillés le matin très tôt, nous sommes des retraités, des jeunes retraités. Je veux dire, on ne se repose pas, quoi. On est réveillés très tôt le matin, alors qu'on a bossé 43 ans. Vous voyez, on demande un petit peu de repos. Les retraités se plaignent, quoi. Entendu, je pense que le message est reçu. Monsieur Gilles Pou nous avait promis, à 3-4 ans, vous aurez des caméras vidéo sur l'immeuble. Rien n'a été fait. Monsieur le maire va répondre. Alors, je vais aux nouvelles. On va passer le micro juste pour que tout le monde puisse poser sa question. Monsieur par exemple. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis enseignant au lycée Denis Papin La Courneuve. Et ma question, c'est justement, puisqu'on est envahi par les gens de passage qui sont là et installés depuis un moment, et ça dérange tout le monde, les élèves et tout ça. Et depuis le temps, la ville ne fait rien. On voudrait savoir s'il y a des solutions, parce que pour se garer, c'est compliqué. Les élèves n'arrivent plus à passer par ça. Ça sent mauvais. Et puis après, tous les jeunes qui sont là, c'est quand même très, très dérangeant. Voilà, merci. Merci à vous. Il y a une dame derrière et il y a la dame ici aussi devant. Ah oui, dans le fond, exact. Pardon, je ne vous voyais plus. Je ne crois pas qu'il marche. Si. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Donc moi, ma question, ce serait, j'habite du côté de l'avenue Jean Jaurès et j'ai eu la chance de participer au jury pour l'architecte qui a été choisi pour la nouvelle maison de quartier et Yuri Gagarin. Et en fait, on nous avait dit que les travaux commenceraient cet été, peut-être pendant les vacances. Donc, quand je suis revenue de vacances, j'ai vu que ça n'avait pas commencé. Donc, ma question serait quand est-ce que ça va débuter et quand est-ce que ça va terminer ?
Ma deuxième question, c'est que je fais partie d'une association sportive sur la Courneuve qui est juste en face en fait, de cette maison de quartier, qui est le taekwondo. Et en fait, donc, ça fait plusieurs années qu'on pratique avec les enfants, pieds nus bien évidemment, sur ce sport, dans ce gymnase. Donc, bon, on ne se plaint pas parce qu'il est assez grand, mais c'est vrai qu'on rêverait d'avoir un dojo. Donc j'ai entendu parler d'un dojo qui se ferait peut-être du côté de la mairie. Donc j'aimerais aussi savoir quand et si c'était possible aussi que... Parce que de tous les arts martiaux qui se pratiquent sur la Courneuve, on est les seuls à ne pas avoir de dojo. Pour la pratique, pour les enfants, c'est forcément plus pratique. Donc on aimerait savoir si c'était possible ou avoir des créneaux sur des dojos. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci. Alors, il y a encore... Et la dame... Il y a aussi... Ah oui, il y a aussi... Alors, soyez pas trop frustrés parce qu'après, vous allez pouvoir vous exprimer. On va vous expliquer ça. Allez-y, madame, on vous écoute. Bonjour, je reviens toujours sur le de sécurité dans notre ville. On parle d'éducation. Pourquoi ne pas prendre un arrêté? Parce que vous savez pertinemment qu'à côté du cinéma L'Étoile, il y a un point de deal, il y a un point où les jeunes se réunissent tous les soirs. Et ça crie très fort. Comment les petits-enfants qui entendent ça pour aller à l'école le lendemain ou les gens qui travaillent le lendemain, et les enfants ne pourront pas prendre exemple sur ces jeunes grands qui les embêtent pour dormir pour pouvoir aller étudier le lendemain. Donc vraiment, c'est un problème d'éducation. Prendre un arrêté, faire quelque chose. Parce que j'habitais à Debussy et j'étais toute contente de changer de quartier. Et vous m'avez dit que, Philippe Roux, vous-même, monsieur le maire, je vous remercie d'être venu me voir à Debussy et vous m'avez dit que Philippe Roux, c'est somptueux. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de somptueux. Ça, c'est la première question. Vous avez évoqué tout à l'heure que ça fait presque plus de 18 ans, c'est sûr que vous êtes à la tête de la Courneuve. Vous avez parlé des problèmes de notre jeunesse pour accéder aux études supérieures. Et tout de suite, vous parlez toujours que tout va bien à la Courneuve, qu'on avance, la rénovation urbaine, que tout va bien. Et puis de l'autre côté, les beaux quartiers et la Courneuve, la banlieue. Quand est-ce que la Courneuve sera un beau quartier? D'accord. On va prendre deux dernières questions. C'est bon? Après, donc il y a la dame qui était juste à celle-ci, voilà. Et il y a une dame, voilà. Ce sera la dernière question, ce sera cette dame. Bonsoir, monsieur oui, Poux. oui. Y a-t-il un projet sur Eurocopter? Voilà. Ce fut bref, mais précis. Et la dernière question pour la dame, voilà, qui est au 3e rang. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais vous parler du parking de Leader Price. C'est devenu un campement de Rome. Ils dorment, ils jettent tous leurs détritus. Je suis allée voir la directrice. Elle m'a dit, j'ai passé 3 heures au commissariat. Ils ne veulent rien savoir. Hier matin, j'ai téléphoné à 2 personnes du commissariat. Oh ben, on ne peut rien faire, c'est pas à nous. Hier, j'ai eu une dame de la mairie qui m'a dit, ben, écoutez, on est en train de faire quelque chose. Parce qu'on croise des rats, c'est devenu d'une saleté pas possible. Hein. Ils sont dans leur voiture, ils dorment dans leur voiture, ils mangent dans leur voiture et ils jettent tout sur le parking. Alors petit à petit, ça commence, 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures. Dans 2 mois, ça sera un véritable campement. Alors, qui peut faire quelque chose? Parce que ça devient vraiment innommable. Hein. Là où vous aviez fermé, à côté de la tour, tout a été recassé, ils vont faire leurs besoins, il y a tout des détritus, on croise des rats, alors voilà. Merci. Merci, madame. On vous écoute, monsieur le maire. Oui, peut-être d'abord sur ces questions de populations qui sont dans des situations d'errance, notamment d'origine rome. Voilà, on est devant ce serpent qui se mord la queue maintenant depuis une grosse dizaine d'années. Parce qu'on a, je dirais, des politiques nationales qui refusent de regarder ça et qui renvoient le bébé
sur chacun des territoires qui sont confrontés à cette réalité. Je le dis d'autant plus que ces populations sont des populations européennes. Voilà, les accords de Schengen sont une réalité. Sont des populations qui ne sont pas non plus, je dirais, excessivement nombreuses, et que s'il y avait des volontés politiques un peu plus fortes, on pourrait être en situation d'apporter des réponses qui soient respectueuses de la dignité humaine d'un côté, et qui permettent de respecter aussi, bien évidemment, la vie des habitants, je dirais, dans les quartiers qui sont confrontés à ces réalités, comme celle à laquelle vous faisiez allusion à côté du lycée Arthur Denis Papin. Et donc, on est dans une situation où les puissances locales, on est avec comme seule solution de pouvoir porter plainte, d'avoir un jugement, soit nous, soit le propriétaire du terrain, et d'attendre que ce jugement soit mis en œuvre. Et ce jugement est mis en œuvre en fonction des aléas de la justice, que quand, je dirais, le préfet considère que bon, ça devient un peu trop chaud, et que donc à partir de là, il fait l'évacuation. Et donc on est devant cette situation-là depuis une dizaine d'années, avec tous les désagréments que ça peut avoir. Pour ce qui concerne celui à côté du lycée Denis Papin, on n'a pas rien fait, on a pris des mesures de sauvegarde, un petit peu d'hygiène avec les évacuations des déchets, etc. Mais bien évidemment, comme ces lieux ne sont pas adaptés à une vie sociale, eh bien ça génère des troubles, et dans l'usage du stationnement anarchique que ça peut provoquer, et dans le stockage de déchets en tout genre que ça peut générer, et avec les odeurs que tout cela peut générer. Ce que je peux vous dire, c'est que l'EPFIF, qui est propriétaire du terrain, a engagé une procédure. Cette procédure a été, je dirais, cassée par le juge, qui a reporté la décision d'évacuation de ce terrain-là au 12 octobre prochain. Donc, il va falloir, malgré tout, continuer à faire le dos rond et créer les conditions que la préfecture accompagne avant l'évacuation ces personnes-là, pour essayer, comme c'est la loi, de pouvoir leur permettre de trouver, je dirais, une situation un peu plus sereine. C'est d'ailleurs la situation qu'on commence à connaître sur Leader Price est directement liée au début d'évacuation du camp qui est juste après, qui est sur Saint-Denis, et qui fait que, voilà, c'est ce qu'on appelle des effets report auxquels on est systématiquement, je dirais, confronté. Ceci étant, au-delà de ce problème tout à fait particulier avec 2-3 familles qui commencent à squatter le parking, on est devant quand même un propriétaire qui s'appelle Casino, qui a quand même un tout petit peu de sous, et qui ne gère pas son parking, dont il est propriétaire. Et que c'est la ville qui, de façon régulière, je dirais, est obligée d'intervenir, est obligée de nettoyer, est obligée de traiter les déchets en lieu et place de lui, parce que lui considère que, dans le meilleur des cas, il met un bonhomme qui, une fois dans la journée ou une fois tous les 2 ou 3 jours, fait un tour avec un petit balai. Il n'a aucune mécanisation sur un terrain qui fait plus d'1 hectare. Et donc, il faut aussi renvoyer la patate chaude à celui qui est responsable, c'est-à-dire Carrefour en l'occurrence. Et moi, j'ai mis Carrefour en demeure, Casino, pardon, j'ai mis Casino en demeure effectivement, assurer, je dirais, la propreté, la décence, parce que c'est absolument inadmissible. La ville a déjà repris, s'est substitué à tout le monde dans ce secteur-là, sur l'allée du Pompier, sur la tour Anthropose, avec laquelle vous connaissez la difficulté que nous avons avec le propriétaire, mais y compris d'un point de vue légal. Nous, à un moment donné, on a aussi nos limites financières, parce que la ville elle est aussi confrontée à des réalités, et des limites avec ce type de, entre guillemets, de responsables. Donc il faut qu'on soit là aussi, d'une part, soyez assurés que, on ne laisse pas tomber,
d'une part parce que c'est un secteur qui a vocation à se développer et à devenir... Parce que je crois que la Courneuve, il y a déjà des beaux quartiers. Je ne partage pas l'idée que la Courneuve, c'est une ville qui n'a pas de beaux quartiers. Il y a des super beaux quartiers. Ils ne sont pas qu'ailleurs, les beaux quartiers. Ils sont aussi à la Courneuve. On a de super espaces. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise allez au parc. Mais quand vous êtes au parc, vous êtes à la Courneuve. Vous n'êtes pas à Pétaouchnok. Hein. Et donc, non, mais on va pas refaire le débat. Vous avez votre avis, vous l'avez exprimé, j'ai le droit d'avoir le mien et j'ai le droit aussi de l'exprimer. C'est ça aussi la démocratie. Et donc, la Courneuve a aussi de beaux quartiers et tout le travail que nous menons, tous les projets qu'on porte, compris sur les 6 routes, sur les projets de Cady, les projets de Babcock, etc., y compris les projets du centre-ville, avec... ça fait pas 4 ans que j'ai promis la vidéo. Non, ça fait pas 4 ans, ça fait 2 ans et demi maximum. Et donc, ces caméras, elles ont été programmées, elles ont été budgétées et elles vont être installées là dans les tout prochains mois là, parce que ça fait partie des choses que on a dit, 2 on a inscrit, mais quand vous décidez d'installer une caméra, entre le moment où vous décidez de l'installer et le moment où elle est installée, dans le meilleur des cas, c'est plus d'1 an de procédure. Voilà, c'est comme ça. Et comme il faut quand même que tout le monde perçoive. On est passé, je dirais à la fin de l'année 2018, début d'année 2019, nous serons à 72 caméras sur la ville. Nous en avions il y a 2 ans à peine une 40aine. Et donc, il y a un véritable effort. Ce qui, je le dis en même temps, ce qui ne me rassure pas sur la société qu'on construit quand même. Parce que, voilà. Je dis pas. Donc des fois on est obligé de faire avec, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Très objectivement. Et donc on va mettre en œuvre, et y compris sur passage de la Croix-Blanche. On a déjà eu des discussions et avec les copropriétaires et on a quand même fait déjà quelques aménagements qui ont contribué à pacifier un petit peu la situation, notamment avec une réexploitation du 18-20 passage de la Croix-Blanche, notamment avec de nouvelles associations que vous connaissez aussi bien que moi et qui ont occupé ce lieu pour faire en sorte de gagner en paisibilité dans cet espace, et ce qui a concrètement permis de gagner en situation apaisée. Et le projet de restructuration urbaine sur lequel on travaille dans le centre-ville, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on présentera, qui est l'aboutissement des discussions qu'on a eues, y compris avec les associations de copropriétaires du secteur, les différents bailleurs et les représentants des locataires dans tout le secteur, qui est un projet qui va je dirais, permettre de continuer à apporter des réponses qui vont dans le sens légitime que vous posez, parce que effectivement, pouvoir vivre dans la tranquillité, d'être dans un lieu plus apaisé, c'est, je dirais, complètement légitime. Après, sur les arrêtés, c'est malheureusement pas si simple, quoi. Voilà, un arrêté, c'est un bout de papier, certes, qui peut avoir une valeur éventuellement juridique, mais c'est pas ça qui règle spontanément tout seul le problème. On travaille toutefois de façon renforcée, assidue, avec les médiateurs, avec la police municipale qu'on a développée, qui s'est renforcée, pour être dans une démarche qui vise à ramener de la quiétude, notamment dans l'espace public, de façon à ce que les gens se sentent mieux, parce que c'est très important de se sentir bien dans l'espace public dans lequel on évolue au quotidien. Et bien évidemment, Philippe Roux, sans que ça soit somptueux, c'est un endroit
qui a vocation à, je dirais, permettre d'y vivre tranquillement. Il y a eu, de ce point de vue-là, avec le bailleur, des choses qui ont été faites, notamment le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, qui ont, je dirais, privatisé les espaces de façon à être dans une démarche de sécurisation, même si on voit bien que les choses sont parfois malheureusement un tout petit peu plus compliqué, mais on est vraiment dans cette entre guillemets dans cette démarche-là. Sur la maison de la citoyenneté, enfin la maison pour tous, Anatole France, qui va être construite, on n'a peut-être pas dû tout à fait se comprendre. Ce qui est prévu, c'est qu'il dépose le permis de construire, l'architecte, puisque quand on a adopté le projet, bien évidemment, c'était dessiné, mais ce n'était pas le stade de permis de construire avec, je dirais, tous les détails. Et donc, que le permis de construire soit déposé à peu près maintenant, pour pouvoir avoir, je dirais, les travaux, les appels d'offres et tout ça qui puissent être lancés pour commencer fin d'année, début d'année prochaine, avec l'idée que fin d'année 2019, la maison puisse être réalisée, donc ouverte début 2019, fin 2019, tout début 2020, parce qu'il peut y avoir toujours 1 ou 2 mois de fluctuation, dans lequel on va retravailler la connexion avec le gymnase qui a déjà été réhabilité, de manière à le conforter dans ses usages. Après, les dojos ne sont pas des dojos qui sont dédiés à qui que ce soit. Les dojos de la ville, ils sont ouverts à tout le monde. Et en fonction de l'histoire, de la vie des associations, bon, ben, ils sont dédiés une fois à une fois à l'autre. Bon, c'est Éric Maurice qui est adjoint au développement des pratiques sportives, pourrait en parler mieux que moi. Mais on est dans cette démarche-là. Par contre, dans ce secteur-là, on va avoir, avec le collège expérimental, un nouveau gymnase qui va être lié et qui sera ouvert en dehors des heures scolaires aux pratiques des habitants du quartier, ce qui devrait pour partie permettre de répondre entre guillemets à ce besoin. Et peut-être qu'on pourrait faire, c'est que ceux qui ont participé au jury, effectivement, on refasse une réunion avec Corinne Canaille qui porte particulièrement ces projets comme adjointe pour refinaliser un petit peu l'évolution que l'architecte a fait en fonction des remarques que nous avions fait à l'occasion du jury et donner un petit peu de lisibilité sur le timing de réalisation, et donc on pourrait faire ça avec vous courant début entre guillemets début octobre. Sur Eurocopter, c'est une propriété privée. C'est un propriétaire privé qui a racheté Eurocopter, ça fait maintenant 7-8 ans qu'il a racheté. Eurocopter a été locataire pendant ces 5-6 dernières années. Je dirais le propriétaire veut construire un data center au centre de ce terrain-là et en même temps rétrocéder à la ville plus pratiquement 1 hectare d'espace public pour permettre de faire en sorte que l'entrée de la rue Chabrol et ses aménagements reprennent une tournure beaucoup moins industrielle que ce qu'elle a aujourd'hui. Et donc le projet est en cours de travail avec le propriétaire de ce terrain-là. Voilà un petit peu sur l'ensemble des questions. De toute façon, vous allez pouvoir rencontrer le maire, lui poser plein de questions, toutes les questions que vous voulez. Pas ce soir forcément, mais il y a des rendez-vous très prochains, dès demain d'ailleurs. Vous allez pouvoir le voir dans un bus, le bus des tremplins. Vous allez nous en parler un petit peu. On va même aller le visiter parce qu'il est en train il est juste stationné devant l'entrée. Et voilà, monsieur le maire, vous allez nous donner les derniers mots de cette conférence débat qui s'achève et avec des rendez-vous très prochainement avec les habitants. Merci. Très rapidement, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on discute, on va avoir bien évidemment plein de rendez-vous à venir. Il y en a un gros
samedi prochain, c'est le forum des associations sur la place de la fraternité avec le tissu associatif, social, sportif qui sera là. Et donc, ça va être un moment plutôt sympa. Et puis, dès demain, on lance les tremplins citoyens, c'est-à-dire que traditionnellement, tous les 2 ans, c'était un moment où on faisait le point avec les Courneviennes et les Courneviens, plutôt dans une salle, avec parfois 2-3 réunions pour préparer, et puis une réunion conclusive. Là, l'idée, c'est que nous avons décidé d'aller au plus près. Donc, tout le long du mois, à partir de demain jusqu'au 6 octobre, nous allons organiser 33 rendez-vous dans les quartiers. Ça va aller de la rue de Bobigny à la rue Jaulois, passant voilà, au plus près, de façon à ce qu'on puisse avoir des discussions avec les habitants sur leur perception du travail qui a été réalisé par la collectivité depuis le début du mandat, sur les attentes que les uns et les autres peuvent avoir, sur les projets que nous pourrions porter, sur les exigences que légitimement la population peut avoir en matière d'évolution de sa situation. C'est donc tout ça qu'on veut débattre, parce qu'il y a de gros enjeux aujourd'hui, parce que, vous le savez, les collectivités locales sont confrontées à des réductions financières importantes qui sont un handicap à la vie du service public. Et donc, si on veut s'attaquer à tout ça, ben nous avons besoin d'en discuter ensemble. Et donc, nous avons décidé de prendre un camping-car, de le décorer aux couleurs de ces rencontres et d'installer au plus près, dans les rues, dans les quartiers, sur les parkings, un espace de discussion où pendant 1 heure, 2 heures, vous pourrez échanger avec les élus, le maire, mais les élus qui seront avec moi, pour tout au long de ce mois, travailler à construire des ambitions pour demain, pour notre ville, et contribuer aussi à nourrir les axes de travail sur lesquels nous allons nous mobiliser jusqu'à la fin de ce mandat, dans le cadre des responsabilités que nous avons accepté de prendre à travers les engagements que nous avons pris dans le programme municipal que nous avions mis en débat à l'occasion des dernières élections municipales. Donc, les choses vont être lancées dès demain, et bien évidemment, plus vous serez à participer, plus riches seront les débats, la confrontation. Nous allons associer à ce camion et à ces points de rencontre un questionnaire. Nous allons mettre aussi sur le site de la ville un endroit dédié pour que vous puissiez faire part de vos avis à partir de quelques questions, mais de pouvoir faire plein de suggestions. Nous aurons aussi sur ce même lieu de rendez-vous un vidéomaton sur lequel vous pourrez vous exprimer en direct, et qui sera enregistré et qui vous permettra donc de faire part de vos préoccupations, de vos envies. Et bien évidemment, plus on sera à participer, plus riche on en sera de nos rencontres, de nos débats, plus riche on en sera dans la construction de cette ville dans laquelle nous voulons pouvoir vivre ensemble avec cette diversité qui nous caractérise dans une ville, un monde comme la Courneuve est aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous inviter, bien évidemment, à participer à ce mouvement et d'aller découvrir ce qui va sillonner pendant un mois tous les quartiers au plus près de la ville pour qu'on soit dans les rencontres de proximité souhaitées. Voilà, et je vous remercie de votre soirée.